Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Les kystes aux ovaires ou ovaires polykystiques sont un trouble fréquent chez les femmes. L'un des symptômes principaux est la faiblesse ou l'absence totale d'ovulation. Quel est le traitement de ce syndrome? Surtout si l'on a un projet de grossesse. Élément de réponse dans ce journal. On s'intéresse également dans cette édition à ce trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Il s'agit de l'autisme. Selon les spécialistes, la prise en charge pourrait bien être le meilleur moyen d'en guérir. Les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Contact physique, poignée de main et bise constituent-ils des risques de contamination? La réponse à suivre. Chaque jour sur la planète, 1 milliard de personnes doivent subvenir à leurs besoins. Beaucoup d'entre elles n'ont pas du travail. D'autres travaillent, mais dans des conditions inacceptables pour un salaire indécent. C'est pourquoi, à l'initiative de la Confédération syndicale internationale, la journée du 7 octobre est devenue, depuis 2008, la journée mondiale d'action pour le travail décent. Une occasion saisie par les syndicats et les organisations sociales du monde entier pour défendre les travailleurs, les droits des travailleurs à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Syndrome des ovaires polykystiques, c'est un trouble fréquent chez les femmes et est même devenu la première cause d'infertilité féminine. Encore appelée dystrophie ovarienne, cette maladie hormonale est fréquente notamment chez les femmes en âge de procréer. À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique, mais les recherches en cours pourrait changer la donne. Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien, nous en parle dans ce reportage signé Amandine Niabossou. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone, des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5%
améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Avez-vous déjà entendu parler de l'autisme? C'est en effet un grave trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. L'autisme a une incidence sur le système nerveux et pousse ceux qui en sont atteints à des difficultés de communication. Cependant, bien que ce trouble soit incurable, le traitement peut aider le patient et la prise en charge pourrait bien être le meilleur moyen, nous dit Rodrigue Bababeto dans cet élément. Normalement, à 1 an et demi, déjà, des enfants parlent ou au moins ils alignent 2-3 mots, même s'ils ne font pas des phrases. Et lui, ce n'était pas encore le cas. Même maman, papa, rien du tout, silence. Et on ne savait même pas ce que c'était. Mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de pas habituel par rapport aux autres enfants. Un enfant aux réactions et comportements pas habituels tels que des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales. Si ses parents ont fini par réaliser que leur enfant est autiste, à 4 ans aujourd'hui, le jeune garçon a toujours du mal à s'exprimer. Quand on a reçu l'enfant, on a eu à effectuer les tests qu'il faut pour l'enfant et relever effectivement le fort risque autistique pour l'enfant. Et je crois que depuis environ un peu plus d'1 an qu'on a commencé par travailler avec cet enfant, là déjà aujourd'hui on peut relever quand même quelques amoindrissements au niveau de certains déficits. Des amoindrissements qui auraient pu être plus considérables si très tôt le diagnostic autistique avait été établi et si mieux ce trouble était connu. La quête de réponse face au trouble de l'enfant aura été bien longue pour ses parents. Au départ, on ne sait pas vers quel sens se pourrait. Je suis allée au CNH, on nous a dit c'est parce qu'on a de l'argent. À 2 ans, et ils m'ont dit d'attendre qu'il ait 6 ans. Et je me suis dit, mais si c'est quelque chose de grave, mieux vaut savoir maintenant. Donc, c'était pratiquement une course folle. Et pour pallier cette ignorance sur le sujet, ici, on sensibilise sur l'autisme afin d'éviter les stigmatisations. Nous avons constaté que l'autisme n'est pas très connu et que les enfants autistes sont marginalisés et les enfants sont traités d'enfants possédés, enfants sorciers. Et il y a beaucoup de discrimination. Donc il faut déjà commencer par en parler, commencer par dire comment ça se fait, ça se manifeste, quels en sont les signes et il faut commencer par déconstruire les fausses idées qui se posent sur la question. Appelé également trouble du spectre, l'étendue et la gravité des symptômes sont très variables, mais seule une détection précoce peut favoriser le développement et l'apprentissage. Aujourd'hui, les recherches ont beaucoup évolué et déjà à partir de 12 mois, on peut déjà commencer par dépister les risques autistiques chez l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été prouvé par rapport aux causes de l'autisme. On sait que c'est une défaillance, c'est un souci au niveau du cerveau. Il suffit de diagnostiquer très tôt, il suffit de mettre la prise en charge, l'orientation thérapeutique qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte et il n'y a plus du tout de problème. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Un retard n'est pas toujours un signe inquiétant. Dès les premiers signes, il faut vite agir pour son enfant. Venons-en maintenant aux hépatites. Vous le savez sans aucun doute, ce sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Sopon, il est hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc,
pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Quelques d'autres informations au plan international dans cette édition. Émile Azokota nous propose Écho Inter de ce jeudi. Le prix du gaz naturel bat à nouveau des records sur les marchés européens. Ce mercredi, il s'est envolé de 35% à la mi-journée avant de retomber dans la soirée. Principale raison, à l'approche de l'hiver, la demande de ce produit est assez forte et s'accélère. Par ailleurs, pendant qu'on note une demande en hausse, les stocks mondiaux connaissent une forte baisse. Voilà ce qui explique entre autres la flambée des prix du gaz en Europe. Une situation qui constitue une aubaine pour les spéculateurs. Le prix approche désormais les $2000 par 1000 m3. C'est plus de 10 fois le prix moyen enregistré l'année dernière. Selon certains analystes, cette accélération des prix s'explique notamment par un mouvement de panique et de peur des investisseurs à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord. L'économie mondiale connaît en ce moment un basculement dans l'imprévisible. Le niveau de consommation en Europe et aux États-Unis, aidé par les plans de soutien, reprend au fil des campagnes de vaccination, tandis qu'en Asie, des usines et des ports sont fermés pour freiner la circulation du Covid-19. Coincés entre les deux, les compagnies maritimes doivent transporter des volumes de marchandises en rapide augmentation, et ceci à plus de 10% en 2021, selon les dernières prévisions de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale de la santé OMS a recommandé mercredi le déploiement massif du vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque. Depuis 2019, 3 pays d'Afrique subsaharienne, le Ghana, le Kenya et le Malawi, ont commencé à introduire le vaccin dans des régions sélectionnées où la transmission du paludisme est forte. 2 ans après le début de ce premier test grandeur nature au monde, 2,3 millions de doses de vaccins ont pu être administrées dans les pays concernés. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.